Je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc la généralité sur les surfaces de révolution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est tout d'abord, on recherche, au travers bien sûr d'un ROD, l'équation de la surface de révolution engendrée par la rotation d'une courbe, généralement autour d'un axe. Euh, Autour d'un axe. Ici, par exemple, vous avez un exemple, équation de la surface de révolution engendrée par la courbe C. Alors, je vous rappelle que la courbe C, ici, c'est un parabole cylindre, enfin, je m'excuse, c'est un cylindre parabolique, 3x carré égale y. Mais quand on l'associe avec le plan x égale z, ben, on a une courbe, hein, puisque c'est l'intersection d'un cylindre parabolique par rapport à un plan. C'est l'intersection des deux. En mettant la collade, ça veut dire que je ne prends pas les courbes séparément, je prends les courbes simultanément. Donc, ce qui veut dire qu'on a une courbe, on a le tracé d'une courbe. Alors, vous pouvez voir ça ici. Euh, voilà, le tracé de la courbe, il est en orange, hein. Vous avez le tracé en orange. Le tracé est en orange. Et là, vous le voyez, il y a deux cylindres paraboliques, hein. Un bleu et un vert, mais ça, bon, c'est. Il y en a un qui est l'intersection, qui va couper l'intersection avec le plan au xy qui est z égale 0, et l'autre est l'intersection du plan avec x égale z, celui préconisé par l'énoncé x égale z. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai deux courbes oranges. Mais ça c'était une petite popote interne que je ne vais pas expliquer ici, que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'était pour amener bon, cette courbe. J'ai fait une rotation pour la voir sur le plan OXY, c'est juste ça. J'ai fait une rotation pour la voir sur le plan OXY, et ça induisait un nouveau cylindre parabolique, hein, qui est en vert. Bon, c'est juste ça. Bon, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que, bon, on a toujours une équation à rechercher de la surface de révolution dans un ROD engendré par la rotation d'une courbe. C'est ça que je veux dire. On a une courbe autour d'un axe. Bon, l'axe, ça peut être OX, OY, OZ, ou un autre axe qui n'est pas OX, OY, OZ. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas de figure, eh bien, on a une courbe qu'on appelle génératrice, qui va tourner, bon, ça peut être une droite ou n'importe quoi, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, il va tourner autour d'une droite qui est un axe de révolution. Et bien sûr, en tournant, ben, on aura la formation de cercle. On aura la formation de cercle. Et donc, il va dessiner, bon, une figure symétrique, bien sûr, parce que le volume de révolution est symétrique, il va donner quelque chose. J'essaie de le tracer correctement, mais je le fais pas très bien. Bon, l'idéal, c'est de faire une copie, hein, si vous voulez exactement la même chose. Je fais une copie, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je fais faire pivoter à 180. Ensuite, je fais un faire pivoter, retourner horizontalement. Là, j'ai la courbe. Voilà, là, on a une parfaite symétrie. Et donc, là, on a tous des cercles. On a tous des cercles qui sont ici. Voilà, on a un cercle là. Alors, on aura à chaque fois des cercles qui proviennent bien sûr chacun d'un cylindre, hein. Ce cercle-là provient d'un cylindre. Ce cercle-là provient d'un cylindre. Voilà. Ce cercle ici provient d'un cylindre. Voilà, on a tous des cylindres. Mais pour qu'il soit cercle, le cylindre est réuni par un. Voilà, on met un plan de coupe qui est perpendiculaire à l'axe delta. Voilà, et qui coupe bien sûr la surface de révolution au travers d'un cercle. Il va couper le cylindre au travers d'un cercle. On aura l'intersection d'un plan avec un cylindre qui est un cercle. On aura toujours dans les surfaces de révolution des cercles. Toujours, toujours, toujours. Alors, on aura beaucoup, hein, on aura tant qu'on en veut. Donc on a combien de cylindres? On en a une infinité simple. Alors l'équation d'un cylindre, par exemple, si c'est delta est l'axe OY, ben, on aura x carré plus z carré égale, comme on a une infinité simple de cylindres, égale r carré, chacun tous de différents rayons. Si maintenant on avait eu
l'axe delta qui est OX, on aurait eu le cylindre qui est y carré plus z carré égale r carré. Bon. Mais si on avait eu l'axe delta qui est OZ, ben, le cylindre c'est x carré plus y carré égale r carré. Voilà. Ça si c'était OZ. Si c'était OY, ben, on aurait eu x carré plus z carré égale r carré. Et si c'était OX, l'axe, on aurait eu y carré plus z carré égale r carré. Vous aurez compris comment ça va. Bon, en tout cas, on a une infinité simple de cylindres avec une infinité simple de plans. Alors les plans, ben, vous voyez que si je prends l'axe OX, alors ces cercles sont ce qu'on appelle des parallèles de révolution. Hein. On a différents parallèles de révolution. Et ces cercles, je parle des cercles qui sont des parallèles de révolution. Les parallèles du solide de révolution, c'est ça que je veux dire, ou les parallèles de la surface de révolution. Maintenant, on a aussi des plans. Si je prends l'axe qui vaut au x, on a le plan alpha, tous les plans alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc., qui sont les alpha i, sont des plans qui coupent l'axe OX. Donc on a, si vous voulez, un plan constant, qui est ce plan constant, qui est x égale lambda. X égale lambda. C'est-à-dire qu'on a un plan, ce qu'on appelle un plan d'abscisse constante. Si on avait eu OY ici, on aurait eu y égale lambda, on aurait eu un plan d'ordonnée constante, et enfin, si on avait eu l'axe z, s'il doit tourner autour de l'axe z, et on aurait eu z égale lambda, on aurait eu un plan de cote constante. Donc on a soit un plan d'abscisse constante, d'ordonnée constante, ou un plan de cote constante. Donc on a des cylindres et des plans, et ces cylindres et plans forment ce qu'on appelle les parallèles. Donc en d'autres termes, une surface de révolution est engendrée par une courbe génératrice. Voilà, la courbe génératrice c'est G, qui va tourner autour bien sûr d'un axe. La courbe génératrice est là. Il y a toujours un axe et une courbe génératrice, toujours, c'est toujours comme ça, qui tourne autour d'un axe à delta, de telle manière que tout point de la génératrice G décrive un cercle centré sur, bien sûr, delta, et dont le plan est perpendiculaire à delta. Un tel cercle, je vous ai dit, est appelé un parallèle de la surface de révolution. Donc, et là, on choisit soit il va tourner soit sur OX, OY, OZ, ou c'est l'énoncé qui vous dira si la génératrice tournera autour de OX, OY, OZ. Les cercles centrés sur l'axe et dont le plan est perpendiculaire à l'axe peuvent être présentés comme intersection de tel plan avec des cylindres circulaires droits. Hein, ils sont tous droits. Hein, y a pas, ce sont des génératrices qui ne sont pas obliques dans les cylindres, ils sont tous droits. Hein, ce sont tous des cylindres droits. Hein, voilà, quand je dis cylindre, ils sont perpendiculaires, si vous voulez, comment on appelle ça, les génératrices du cylindre sont perpendiculaires au cercle. Donc c'est bien des cylindres droits, des cylindres circulaires droits, d'axe delta, bien sûr. Et je vais donner le système général de ces cercles. Bon, après tout ça, vous pouvez calculer par calcul intégral le volume de révolution, le volume ou la surface latérale. Hein. On peut calculer une surface latérale d'une surface de révolution ou un volume latéral d'une surface de révolution. On peut calculer ce qu'on veut par après. On peut calculer ce qu'on veut. Donc on peut demander des calculs complémentaires après tout ça. Alors comment résout-on ceci? Eh bien, on aura toujours 4 types d'équations. 4, toujours 4. Alors pourquoi 4? Parce que bon, la courbe généralement est donnée par l'intersection déjà, par exemple, d'un plan et d'une surface, par exemple, ça va donner une courbe. Mais en tout cas, on aura une courbe. Bon, et on aura bien sûr la surface. La surface. Par exemple, si je tourne autour de z, on aura x plus y z égale r carré. Si on tourne autour de x, on aura
y carré plus z carré égale r carré. Si on tourne autour bon, je recommence. Si on tourne autour de x, on aura y carré plus z carré égale r carré. Si on tourne autour de y, on aura x carré plus z carré égale r carré. Si on tourne autour de z, on aura x carré plus y carré égale r carré. Donc ici, on tourne autour de OZ. J'ai choisi mon axe delta égale OZ. J'ai choisi ici mon delta égale OZ. C'est-à-dire un axe de cote. C'est l'axe de cote. Voilà. Alors pour avoir les cercles, bon, ça c'est un cylindre. Pour avoir les cercles, ben, je fais l'intersection avec le plan constant qui est Z égale lambda. Z égale lambda. Bien sûr, lambda et R appartiennent au réel. Hein, au réel. Ce sont des nombres réels. Bon. Alors on a la condition simple supplémentaire dans la famille des cercles s'obtient en exprimant que pour être des parallèles de la surface, ils doivent rencontrer la génératrice G d'équation G x, y, z égale 0. Généralement, il y a une autre courbe qui va avec, c'est h de x, y, z égale 0. Ces deux-ci donnent une courbe. Hein. C'est ce que je vous ai dit, ça donne une courbe. Ça donne une génératrice qui est une courbe. Ça donne la génératrice et ça donne, si vous voulez, les cercles. C'est l'équation des cercles, ça c'est l'équation des génératrices. Et pour avoir la surface de révolution, ben, il faut que les génératrices rencontrent les cercles. Donc on n'aura plus qu'un système reprenant 4 équations. Et c'est toujours comme ça. Voilà, on aura toujours un système de 4 équations. Et alors à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez éliminer... on va savoir éliminer quelque part les x et les y. Ils vont s'éliminer, auto-éliminer. Donc pour avoir qu'une équation, enfin 2 équations, on aura plus que 2 équations. C'est toujours comme ça. Hein. Je vais vous montrer un exemple ici pour la suite. Bon. Voilà, ici j'avais 4 équations. Vous voyez que là, elle tournait autour de l'axe. L'axe, il était là. Il tournait autour de l'axe Y. On avait un plan et le cylindre. Enfin, on avait un cylindre parabolique. Ces deux courbes-ci faisaient la génératrice. Voilà. Et là, on avait le cylindre parallèle à l'axe OY. D'axe OY. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est ramené plus qu'à 2 équations. Et c'est toujours comme ça. Ce qu'on appelle les équations des cotes. Une équation de cote en lambda, une équation de cote en rayon. On a une équation de cote. Et alors, on met en lien ces deux équations de cote pour avoir, si vous voulez, tirer l'expression du R en fonction du lambda, ou du lambda en fonction du R. Donc, par élimination, si vous voulez, ça dépend de ce qu'on va éliminer. Hein. Ici, bon, j'obtiens une équation de cote, parce que j'ai éliminé le xz. En éliminant, enfin, je m'excuse, j'ai éliminé le xy, donc on a une équation en z, ce qui nous ramène à une condition, on a une relation en toujours, hein, ce sera toujours la même chose, en lambda r carré. On aura une relation en lambda r carré que je pourrais écrire S pour relation. Hein. C'est comme si je dirais fonction ou G fonction. Voilà. G c'est génératrice ici, donc je ne peux pas l'appeler G. Et F, bon, je voudrais bien l'appeler F, mais je ne sais pas si j'ai déjà appelé quelque chose F. À mon avis, j'ai déjà appelé le F parce que j'avais dit F et G. Pour former la courbe, j'avais dit qu'il y avait F et G, je crois. D'ailleurs, j'aurais dû pas appeler G parce que G, c'est la génératrice. Donc, je vais aller voir ça, ce que j'ai fait. Je ne m'en rappelle déjà plus. Voilà. J'aurais dû pas appeler ça G.
Bon, on va changer, parce que G, généralement, c'est génératrice. Alors, pour pas faire de confusion, bon, j'ai pas appelé de quoi que ce soit F. Donc, F, je vais l'appeler ceci F. G, c'est ma génératrice. Et H, voilà, H de, voilà. Après FG, H, I, voilà, l'autre, je vais l'appeler I. J'ai une relation en toujours en K, en lambda et R carré. Lambda et R carré. Voilà, donc, j'ai une relation qui est une fonction I qui va relier les paramètres. On n'a que deux paramètres, mais on aura toujours un paramètre qui est le rayon carré. Donc on aura toujours lambda et on a une relation lambda rayon carré. Attention que la rayon, on aura toujours ça. Hein. Voilà, on aura toujours une relation. Une relation, voilà. Bien sûr, égale 0. Parce que c'est une fonction. Elles sont réunies entre les deux. C'est une relation entre les deux. Et enfin, pour finir, les points de la surface sont ceux donc des parallèles, c'est-à-dire ceux des cercles, où lambda et r carré satisfont à cette équation. Et puis maintenant, une fois que vous avez l'expression lambda en fonction de r carré ou de r carré en fonction de lambda, on s'en fout, peu importe, on a une relation qui lie les deux. Donc une fois qu'on a ça, à ce moment-là, le travail est terminé, parce que r carré, il est connu, hein. C'est une fonction de x, y, z, c'est le cylindre. C'est le cylindre. Et lambda, il est connu, puisque en fait, le lambda, il est donné dans les équations, hein, par rapport à... Voilà, ici, le lambda, il venait de là. Donc on connaît tout. Hein. Le r carré, il est connu. Voilà, ici, le r carré, il valait ça. Donc on remplace par r carré, par son expression, par ses variables. Voilà, et le lambda en fonction de ses variables. Et là, on a une expression d'une quadrique ou d'une quadratique. On retombe sur une expression I que je vais appeler J, et là qui est une expression en Z, voilà, Z, parce que j'ai lambda ici, j'ai pris Z, hein. Si j'avais pris lambda égale, voilà, ça dépend, ça dépend, c'est parce que j'ai pris le lambda égale Z. Donc ici, c'est pour ça que je mets Z. Mais si lambda valait Y, c'est voilà, j'aurais eu Y. Si lambda valait X, voilà, c'est en fonction de ce qu'on a au départ. Alors le R carré, bien sûr, vous aurez compris que c'est ici, dans ce cas-ci, j'ai pris Z encore une fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est X carré plus Y carré. Donc j'ai une expression X carré plus Y carré, bien sûr, égale 0. Et ça, c'est l'équation de la quadrique. Hein. C'est la quadrique. Bon, maintenant, j'aurais pu avoir J en fonction de non plus Z mais Y, si j'ai des plans parallèles à des plans. Ici, comme j'avais Z égale lambda, parce que j'avais pris l'axe au Z comme axe de révolution. Si j'avais pris l'axe au Y comme axe de révolution, ben, j'aurais eu X carré plus Z carré égale 0. Et ça, c'est toujours l'expression de la quadrique. Voilà. Voilà, et tout dépend de ce qu'on fait tourner. Hein. Alors bien sûr, J, j'aurais pu le faire en fonction de X. Voilà, à ce moment-là, j'ai Y carré plus Z carré égale 0. Alors, si vous faites tourner une parabole, ben, tout dépend de la forme que vous faites tourner. Hein. Et donc, la quadrique que vous allez obtenir va dépendre de la forme que vous avez au départ. Hein. Si vous faites tourner une droite, ben, j'ai fait des exercices là-dessus. Allez les voir. Si vous faites tourner ben, ici, une droite autour d'un axe delta, ben, ça va tourner et ça va donner voilà, ce qu'on appelle un cône circulaire. Attention qu'on ne parle pas de cône elliptique ici, parce que tout est circulaire. Hein. C'est un solide de révolution. C'est un solide de révolution, tout sera circulaire. Hein. Voilà, on ne parlera pas de paraboloïde elliptique, mais on parlera de paraboloïde circulaire. On ne parlera pas de cône elliptique, mais on parlera de cône circulaire. Parce que tout devient circulaire, tout se transforme en circulaire. Voilà. Alors on aura une sphère, si on fait tourner voilà, une courbe, un arc de courbe comme ceci, on aura une sphère. Si on a un demi-diamètre, on aura une sphère. Et ainsi de suite. Donc, on va forger la forme en fonction de la courbe de départ. Alors je vous rappelle que ces formes-là, c'est fort utilisé en poterie,
en menuiserie et bénisterie, bah, tout dépend de la matière première, bien sûr. En menuiserie et bénisterie, c'est du bois, donc on peut faire des pièces de révolution en bois, quelle que soit la forme que l'on veut. On peut faire des pièces de révolution, quelle que soit la forme que l'on veut, en poterie. Bien sûr, via des tours spécifiques. En mécanique, on peut faire via des tours, des tours, je veux dire, programmables ou pas. Peu importe, on peut faire des pièces de révolution, quels qu'ils soient. Voilà, on peut forger de nombreuses pièces de révolution, bien sûr, au travers de la matière première qui est soit voilà, euh, des produits pour la faïence, des produits pour du bois. On peut avoir du bois, on peut avoir du plastique. Par exemple, je pense aux imprimantes, des imprimantes 3D, 3D bon, qui peuvent forger aussi des pièces de révolution. Donc voilà, et généralement, ce qui crée des pièces de révolution, ce sont des moteurs, hein. C'est des machines tournantes. C'est des machines tournantes qui fabriquent tout ce qui est des choses de révolution. Et on peut fabriquer ce que l'on veut. On peut designer ce que l'on veut. Et ajouter à ces pièces de révolution des pièces qui ne sont pas de révolution. Je pense à une tasse. Dans une tasse, bon, si vous prenez voilà, la poignée de la tasse, ben, c'est pas de révolution, mais la tasse peut être une surface de révolution. Alors si je prends un yaourt Gervais, ben, yaourt Gervais, bon, ça peut être de révolution, alors que là on a un carré. Voilà. Tout n'est pas de révolution dans les pièces de révolution, ça c'est le design, hein. Vous choisissez, voilà, on a des pièces qui ressemblent à des choses de révolution, des surfaces de révolution, d'autres non. On vient incorporer dans les volumes des choses qui sont de révolution, d'autres pas. Quand je pense à une imprimante, ben, c'est bien conçu, bien designé, bon, il y a des formes bien spécifiques, bon, il y a différentes, voilà, tout n'est pas de révolution, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de révolution, même beaucoup de choses sont de révolution, ça donne des bonnes formes, les révolutions, ça donne des bonnes formes. Alors, vous pouvez fabriquer ce que vous voulez en quelques minutes, hein. Bon, un menuisier peut fabriquer une matraque en quelques minutes avec un tour, hein. Ça prend, bon, euh, ça prend, l'histoire de faire tourner le tour, ouais, on va compter entre 5 et 10 minutes. Vous avez une poignée bien faite, avec la matraque bien lisse, voilà, vraiment professionnelle, hein. C'est comme si vous allez l'acheter au magasin, mais ce sera une matraque en bois. Et donc on peut forger des pièces mécaniques ou de menuiserie en quelques instants. En quelques instants, en deux temps de mouvement, les machines tournent tellement vite. Bon, alors elles extraient la matière que l'on lui demande, à la vitesse qu'on lui demande, mais elles peuvent fabriquer des pièces que l'on veut. D'ailleurs, beaucoup de systèmes de fabrication, de production, bon, sont basés sur voilà, des machines tournantes, des fraiseuses, voilà, des fraiseuses, des raboteuses, des foreuses, et tralali tralala. Et ça, c'est la base de la fabrication, hein, de la production. C'est forer, fraiser, limer, voilà, c'est l'usinage, ce qu'on appelle l'usinage. Mais l'usinage peut se faire en mécanique, mais on peut penser à menuiserie. Voilà, on peut faire ce qu'on fait en mécanique, on peut le faire en menuiserie, mais simplement, bon, on travaille le bois à la place du travail euh, voilà, des pièces en acier ou en fer ou en fonte ou ce qu'on veut. Quoique la fonte, c'est par moulage, bien sûr, hein. La fonte, c'est fabriqué par moulage. Bon, ceci étant dit, bon, tout dépend de la matière. On peut travailler différents types de matières, que ce soit le bois, le plastique, ou le fer, ou encore tout ce qui est faïence, faïencerie, poterie. Moi, je pense voilà, en poterie, on peut fabriquer ce qu'on veut. Les premiers fabricants faisaient tourner certaines choses euh, avec, une pédale, voilà, et faisaient tourner. Et là, ils obtenaient des pièces de révolution. Des pièces de révolution, genre tasse, tout ce qu'ils pouvaient avoir, tout ce qu'ils voulaient. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, mais et euh, si le choix de l'axe n'est pas OX, OY, OZ, là, c'est un peu plus compliqué. Là, à ce moment-là, soit vous faites un changement de repère, mais là, ça va demander des transformations et de nombreux calculs. Euh, ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est ce qui est une solution simple, c'est d'aller rechercher, bien sûr, l'équation de l'axe et le mettre sous forme réduite, c'est-à-dire on aura x, y égale m, z, n, z plus p plus q. Alors je vous rappelle que c'est l'équation générale, enfin l'équation réduite d'une droite vue comme intersection de deux plans, qui est l'axe de révolution.
Alors, ici, vous voyez que c'est Mn, c'est le paramètre directeur de l'axe, Mn1. Alors, PQ, c'est, dans ce cas-ci, PQ, c'est le point, on va dire, d'intersection avec le plan OXY. Voilà, c'est PQ0. PQ0, c'est avec l'intersection, c'est le point de percée de la droite dans le plan, voilà, PQ0. Et alors, à ce moment-là, on va présenter les cercles centrés sur l'axe et dont les plans sont perpendiculaires à l'axe comme intersection, cette fois-ci non plus de cylindre, mais d'une sphère. Mais la sphère doit être centrée sur l'axe et de plans perpendiculaires, bien sûr, à l'axe. Bon, c'est toujours la même chanson, simplement l'axe ici, c'est pas l'axe X, Y, Z, c'est un autre axe, c'est juste ça. Soit vous vous amusez à faire, et là c'est compliqué à faire, euh, un changement d'axe et vous faites tous les calculs qui vont avec, par après, parce qu'il faut terminer les calculs. Hein, il suffit pas de faire un changement d'axe et de se dire, oui, youpi, ça y est, j'ai trouvé la réponse. Non, parce qu'après, il faut continuer le reste des calculs. Hein. Voilà. Bon, et c'est pour ça qu'ici, vous allez en tout englober non plus dans un cylindre, mais dans une sphère. Et alors, la sphère aura, pour équation, c'est très simple, c'est x moins p au carré, plus y moins, vous aurez compris, y moins q au carré, plus z au carré égale bien sûr r carré. Donc vous ne travaillez plus avec un cylindre, mais vous travaillez avec une sphère. Bon, et le PQ il est là. Hein. C'est l'équation de l'axe. Hein. Ça vient de l'équation de l'axe. Ça vient de l'équation de l'axe. Bien sûr, vous allez mettre l'axe. Ne pas oublier le plan perpendiculaire à l'axe. Hein. Donc le plan perpendiculaire à l'axe, bon, vous connaissez le paramètre directeur de l'axe. Donc le plan perpendiculaire à l'axe, ce sera mx plus ny plus 1z égale lambda. Voilà. Vous résolvez, à la place d'avoir un cylindre, vous résolvez, je veux dire, par rapport à un cercle. Il y a un plan. Un plan et un cercle. Et après, vous faites la suite du calcul. Hein. Il faut rechercher, bien sûr, les paramètres. Vous allez retomber. Vous allez retomber sur l'expression. Voilà, ici, lambda en fonction de R. Hein, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Lambda en fonction de R, c'est-à-dire le I. Hein, ouais, il est là. Là, vous allez tomber sur ceci. Puis après, vous faites le restant du calcul ici. Ouais, parce qu'il faut continuer les calculs. Hein. Il ne suffit pas de prendre une sphère, se dire, ça y est, j'ai terminé les calculs. Voilà, il faut continuer les calculs. C'est-à-dire, il faut exprimer lambda en fonction de R carré, ou R carré en fonction de lambda, et puis remettre tout en fonction des variables, repasser au travers des variables, hein, pour avoir la quadrique. Là, en ce moment, vous aurez la quadrique qui est un volume de révolution basé sur des cercles. Basé sur des cercles. Donc, si le cylindre, si maintenant les axes ça ne va pas, les axes de coordonnées ça ne va pas, vous n'avez pas OX, OY, OZ comme axe de révolution, à ce moment-là, si vous avez un autre axe, bon, vous pensez de faire les calculs avec une sphère. À défaut de faire tout un calcul de transformation de coordonnées au travers d'un changement d'axe. Et là, bon, je peux me croire que ça va être un petit peu compliqué, parce qu'après, il faut encore refaire tous ces calculs-là. Hein. Faut retomber sur ces calculs-là. Et vous allez avoir des expressions un petit peu bizarroïdes, avec des matrices et tout ce qui s'ensuit. Donc, autant suivre la méthode là de simplification, parce que ce qui est plus facile, c'est mieux de simplifier de la vie que de commencer à faire, je veux dire, à faire des calculs un petit peu compliqués, notamment si c'est un examen. Bon, vous n'allez pas commencer à faire des transformations de matrices qui va vous prendre, je veux dire, quand même longtemps, notamment si vous vous trompez pas, parce qu'après, je vous dis qu'il faut continuer le restant du calcul. Trouver l'expression lambda en fonction des R carrés, puis l'expression des variables. Et si vous vous êtes trompé dès le départ, ben, vous n'allez avoir rien de bon. Donc c'est pour ça que je vous dis attention aux transformations matricielles parce que ça peut prendre longtemps. Le problème, quand je fais des calculs de
transformation matricielle, vous voyez que la vidéo, elle dure quand même passer 1 heure. Hein. C'est chaque fois comme ça. Je ne sais pas faire une transformation matricielle qui va durer 10 minutes. Hein. À moins que de préparer tout sur le côté et de réécrire et de copier. Bon, ça c'est bon. Ça je pourrais le faire. Hein. Je recopie tout sur le côté. Et puis après, je refais ma vidéo et je recopie directement les résultats. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas comprendre les transformations. Hein. Voilà. Donc les transformations se font en direct. Et bon, ça prend du temps. La transformation, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc, n'allez pas faire des transformations comme ça parce que ça risquerait, pour un examen, bon, voilà, de vous faire perdre votre examen. Voilà, vous avez raté votre examen simplement parce que vous êtes embarqué dans un chemin qui était compliqué, c'est-à-dire faire des transformations matricielles, alors que bon, peut-être quand même que vous aurez eu mauvais dans ces transformations matricielles sans avoir abouti en finalité. Au bout du compte, ça vous aurait bousillé l'examen. Donc, un examen, ça, faut le gérer. Hein. Quand vous voyez que l'examen il prend trop de temps pour une question, changez de question directe, hein, parce que vous n'avez pas commencé pour une question, prendre énormément de temps, sachant que vous n'allez peut-être pas forcément avoir bon, et vous allez délaisser des autres questions qui sont peut-être beaucoup plus simples que la question que vous êtes en train de faire. Donc c'est une gestion. Hein. Quand vous voyez une question qui est trop difficile pour vous, mettez-la de côté si possible. Si vous ne savez pas la mettre de côté, comme certains examens, bon, quand on a passé la question, on ne sait plus revenir en arrière, mais tant pis. Il y a des questions où vous vous dites, bon, c'est pas ça qui va. Voilà, c'est une gestion du temps. Hein. Vous dites, cette question-là est trop difficile, je n'arriverai pas. Bah, vous essayez d'entamer d'autres questions. Voilà, et vous oubliez celle-là. Si vous ne savez pas revenir en arrière, si vous savez revenir en arrière, si vous avez tout terminé l'examen, vous revenez en arrière. Mais si on ne sait pas revenir en arrière, comme les examens informatisés qu'il y a, qu'il y a eu, bon, pour les élèves, les étudiants, bien, là, on ne savait plus revenir en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on omet la question. Hein. Si c'est une question trop difficile, on omet la question. On n'a pas, on n'a pas 50 minutes pour répondre aux questions. À des questions, c'est 10 minutes, pas plus. Hein. Et les 10 minutes, c'est vite passé. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est vite passé. Généralement, quand on raisonne à des questions pour un devoir, ça dure quand même longtemps. Donc, c'est pas 10 minutes qui fait que faut être extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et bon, tout ça, c'est difficile. Hein. C'est, voilà, tout est restreint, tout est fait pour aller, pour que les questions soient faites très vite, mais ça ne va pas comme ça. Hein. Tout le monde ne va pas très vite pour faire des questions d'examen. Donc, évitez les difficultés, prenez des voies rapides et faciles. Hein. Et la gestion de la sphère ici est beaucoup plus simple que de commencer par commencer à faire des transformations matricielles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie.